Merci beaucoup à vous, Franck Aounou. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à nos débats. Voici la transition. Et nous voici donc pour les discussions. Moïse Osumu est toujours en place. Moïse, merci de n'avoir pas bougé. Franck nous a livré le commentaire. Ulrich et Eric, bonjour. Bonjour. Franck demande à ce que les mouvanciers trouvent un moyen de mieux vendre les actions de Patrice Talon. Ulrich. Ben, écoutez, dire aux mouvanciers de bien vendre les acquis de talent, on a vu par le passé plusieurs chefs d'État. Vous savez, quand vous êtes dans un régime où on met beaucoup plus devant le culte de la personnalité, au finish, on ne voit plus les actions que vous allez vendre vous-même, parce que vous ne vendez que la personnalité. Observez un peu, je vais faire un flashback très rapidement pour que vous compreniez un peu ce que je suis en train de dire. Déjà, vous avez Mathieu Kérékou qui, dans le temps, à un moment donné, on ne voyait que Mathieu Kérékou, et l'UBF criait Mathieu Kérékou partout, mais à la fin, vers la fin, quand on a voulu commencer par vendre les mérites de ce que le gouvernement a fait, personne ne voyait ce que le gouvernement a fait, mais tout le monde voyait Kérékou. À la dernière minute, quand on s'est demandé qui va le remplacer, il n'y avait personne. Et tout le monde s'est déclaré dauphin. On a eu le même schéma sous Soglo, dans le temps, avec les Roisaway qui sont venus. À un moment donné, on a vu le culte de la personnalité toujours, et on ne voyait que Nicéphore Dieudonné Soglo. Quand vient le moment de faire encore le bilan, on a dit, certains parlaient de pavé, certains parlaient de ci ou ça, mais finalement, on n'a pas pu vendre les acquis. Troisième schéma, on a vu Yahi Boni qui est venu aussi, on a vu avec les FCBE, on a fait le tour. Au finish, on ne voyait que Yahi Boni, toujours le culte de la personnalité. Et quand le gouvernement de la rupture, le régime de la rupture est revenu, à un moment donné, on a dit qu'il faut changer le système, mettre beaucoup plus des partis forts, qu'on ne voit plus une personne, mais qu'on voit plutôt le parti, qu'on voit l'ensemble des actions, ce que le régime fait. Est-ce que ça a changé? On le voit encore. Vous voyez, quand chaque élément de ce régime veut parler, il ne juge d'abord que par Patrice Talon, mais qu'il dise précisément qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et les éléments de langage qu'il faut également utiliser, il faut le faire en sorte que la population puisse faire le point. Quand je parle des acquis, il y a aussi le côté reddition de comptes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. On va nous dire, oui, on fait le point sur certains aspects. Mais il y a des aspects sur lesquels le peuple voudrait également avoir des points. Mais jusqu'à présent, est-ce qu'on a eu ces points? Viendra le moment où on va commencer par faire la campagne et on va dire, oui, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Non, ce n'est pas le moment. Commencez déjà par communiquer largement là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Quand on fait le point de tout ce qui a été fait, on peut dire, sur le plan infrastructure routière, il y a eu ceci qui a été fait. Sur le plan santé, il y a eu ceci qui a été fait. Mais les éléments de campagne, les éléments de communication, nous avons vu quand il y a eu des tournées, nous en avons parlé ici sur ce plateau. Il faut travailler sur les éléments de communication. Je pense que c'est ça qui est en train de manquer au clan de la rupture. Dans le même temps, ceux qui sont en face, ils manquent aussi d'ingéniosité, il faut l'avouer. Parce que si éventuellement ils avaient face à eux une opposition assez forte, assez structurée, assez ferme, qui maîtrise réellement les enjeux du développement, parce que cette opposition aussi reste fortement calqué sur une personne encore, et là je reviens encore sur le culte de la personnalité. Cette opposition revient encore sur une seule personne, Patrice Talon, mais on ne voit pas ce qui a été fait. Normalement, quand on veut faire le bilan, on voit ce qui a été fait. D'abord, le plan, le projet de société, qu'est-ce qu'on a vanté avant de venir au pouvoir, qu'est-ce qu'on a pu faire dans ce qu'on a vanté, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire et pourquoi on n'a pas pu le faire, qu'est-ce que ça a coûté aux contribuables béninois. C'est ça justement ce qu'il faut permettre aux populations de comprendre. Eric. Je pense que sur cette matière, le gouvernement s'est toujours retrouvé sur un carrefour d'un grand dilemme. Comment communiquer sans tomber dans un populisme? Je dirais même que c'est une grosse peur pour eux de faire de la communication, des actions du gouvernement sans faire revivre
aux concitoyens ce trop-plein de communication que nous avions connu des années en arrière. Et quand vous leur posez la question, effectivement, c'est la réponse qu'on vous donne. Nous avons notre façon de communiquer, nous ne voulons pas faire du bruit, du grand bruit autour des actions du gouvernement, ce qui fait que dans ce système, on s'est refusé d'aller faire des lancements de travaux, on s'est refusé de faire des ouvertures de chantiers, on s'est refusé de faire un certain nombre de choses. Et donc, il y a, comme dirait l'autre, ce qu'on a connu comme communication par le passé qui est là, et on n'a pas envie véritablement que à aucun moment on ne puisse faire une comparaison et se dire que bon, nous y sommes encore. Bon, finalement, nous voilà encore dans ce genre de services que nous avons déjà connus. Et donc, il y a que on veut communiquer, mais en même temps, on se refuse vraiment d'aller de façon régulière auprès des populations, chanter la gloire du prince et tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça crée un déficit. Soit c'est nous qui sommes, comment on dit, nostalgiques de cette période et qui voudront revivre de façon instantanée les week-ends de messe, de remerciements en termes de communication. Nous avons envie de voir les ministres sur le terrain du lundi au dimanche pour faire des tournées, le tour des chantiers qu'on peut revisiter 2 fois, 3 fois dans la même semaine sans que le chantier n'évolue, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on enlève tous ces aspects, finalement, il ne reste pas grand-chose, à part la communication institutionnelle qui est assez limitée, n'est-ce pas, assez encadrée, et qui fait, oui, qu'on peut avoir le sentiment de ce que on réalise des choses, mais les citoyens n'ont pratiquement aucune idée de ce qui se fait, de comment est-ce que ça se fait. On a fini pratiquement une émission avec un leader qui nous confiait encore que il y aura des chantiers qui sont en cours et d'autres qui seront lancés. On s'était étonné véritablement de l'apprendre. Donc, je pense que l'équation est à ce niveau, mais après, je pense que c'est une option avec ce gouvernement de faire comment on dit, pas une communication assez aguicheuse, un peu comme nous l'avons connu, mais plutôt timide, assez modeste autour des actions du gouvernement. Est-ce que cela le profite véritablement? Je pense que ça, c'est une autre question, parce qu'à l'évidence, on a le sentiment, n'est-ce pas, qu'on travaille pour des concitoyens qui visiblement n'ont pas véritablement une idée de ce qui se fait et de comment ça se fait, et ça crée un petit vide, n'est-ce pas, entre les discours que nous entendons du côté des membres du gouvernement et l'attente des citoyens. Moïse? Non, je ne partage pas les deux précédents avis. Ce gouvernement, c'est vrai qu'au départ, on nous a vendu la normocommunication pour dire qu'on ne voulait pas communiquer, mais qu'on ne communiquait pas de la façon dont le régime précédent communiquait. Mais il communique quand même, il communique même abondamment. On n'a jamais vu un porte-parole du gouvernement aussi présent sur la scène médiatique. Et sur l'ensemble du territoire. Il est sur tous les plateaux. Sur l'ensemble du territoire. Il est sur tous les plateaux simultanément, de Cotonou à Malanville. Toutes les semaines, vous entendez ça, voire moins une fois, sinon 2, 3, 4, 5 fois. Il est partout à la fois. Ça, ce n'est jamais arrivé. On n'a jamais vu un porte-parole du gouvernement aussi offensif, aussi déterminé, aussi disponible. Ça, c'est de la communication à grande pompe. Ça, c'est inédit, il faut le souligner. On n'a jamais vu non plus un chef de l'État faire la tournée de toutes les 77 communes. C'est aussi de la communication. Ce n'était pas arrivé par le passé. Je n'ai pas dit qu'il est resté à Cotonou, non. Il a visité chaque commune. C'est de la grande communication même. Et après, lui, on a vu les ministres aller dans toutes les localités pour discuter avec les gens. C'est aussi de la communication en grande pompe. Et les ministres sont également allés dans les arrondissements. On a vu ça aussi. Oui, mais c'est peut-être pas et récemment, ce n'est pas une question de rythme. Ce n'est pas une question de rythme. Ils font de l'inédit. Ils communiquent à leur manière, mais ils communiquent également à outrance, à leur manière. On a encore vu récemment, au départ, lors des lancements des chantiers routiers, on ne voyait personne. Les travaux démarraient, s'achevaient tranquillement. Mais il y a quelques semaines, dans le Koufo, on a vu tout ce qu'on a vu comme autorité politico-administrative pour lancer au moins 2 ou 3 routes. Dans le Nord également, on a vu Biochane là-bas pour lancer également des travaux routiers. Donc, ils communiquent à leur manière, et je ne dirais pas qu'ils communiquent très bien, mais ils occupent quand même la scène. Il n'y a pas de vide. Ils ont fait les options, ils sont présents, ils ne sont pas absents. Franck?
Alors, après ce que Moïse a dit, c'est vrai, nous avons observé une forme de communication. Vous savez, moi, je n'ai pas observé une continuité dans cette action-là. Éric l'a relevé pour un contexte béninois où on sait que les Béninois, ils aiment faire la politique du 1er décembre au 31 décembre, où on veut savoir ce que fait le politique. Ça les intéresse à tout moment. On n'a pas vu cette fréquence-là d'action où disons, ceux qui sont mouvanciers mènent sur le terrain, et ça va créer forcément un vide lorsque les autres sont sur le terrain malgré le maigre moyen. Ici, on a les moyens, on est au pouvoir et on a les moyens de communiquer. Ce n'est pas le fait que Wilfrid Léon Roumbedi soit sur toutes les chaînes à la fois qui fera de ce qu'il dit enfin une parole d'évangile dans la tête des populations qui pourra convaincre les populations. C'est vrai, c'est une bonne méthode. Mais vous savez, les gens veulent voir tout ce qui, disons, soutient les actions dans les actions de Patrice Talon, dans l'opérationnel, aller sur le terrain, échanger. National, non, mais non, vous savez aussi que... Non, quand je dis ça... 23 députés à l'heure active, plus les ministres, plus les maires et autres. Quand je dis ça, chacun quadrille sa zone de compétence. Oui. Parce que avoir Wilfrid Léon Roumbedi sur toutes les chaînes, parfois il a son image finit par ennuyer. On se dit, mais est-ce qu'il est le seul à pouvoir porter vraiment la bonne parole? Est-ce qu'il est le seul à pouvoir défendre ce qui se fait dans le régime? Et parfois les gens se demandent, mais non, ce monsieur, il peut servir à autre chose. C'est pourquoi je dis dans mon commentaire, écoutez, il se retrouve à tout faire. Il y a des ministres aujourd'hui que l'on n'entend pas du tout parfois si ce n'est que pour lancer des ateliers, des séminaires, pour quelques sorties bien organisées en termes de communication, pour dire les actions qui sont menées. Mais je pense que sur le terrain politique, il y a encore du chemin à faire. Si vous prenez les Béninois, nous sommes suffisamment amnésiques. Ce qui est fait aujourd'hui, si vous ne leur répétez pas cela, vous ne faites pas de la pédagogie. Non, nous sommes amnésiques, je vais vous dire. Tout peuple a tendance, justement. C'est pas une spécificité du Bénin. Non, moi je connais pour le Bénin. Si vous connaissez pour le Rwanda, pour le Burundi et tout ça, vous pouvez donner cet exemple. Mais moi je connais, je suis béninois. Vous savez que les Béninois sont amnésiques. Donc, nous le considère alors. Ok. Oui, Éric. Je voudrais mettre un peu de nuance dans les exemples qui sont donnés. Quand vous prenez les activités du porte-parole du gouvernement, il y a ce que moi je prends comme des activités statutaires qui sont inscrites à son programme. Nous l'entendons à chaque conseil des ministres, ça c'est toutes les semaines. Et quand il finit de faire le compte rendu du conseil des ministres et qu'on lui pose des questions d'actualité, il profite pour en répondre. Ce qui est traité par tous les médias, n'est-ce pas? À la fin de chaque semaine, il visite chaque rédaction, n'est-ce pas, pour faire le tour de l'actualité de la semaine. Alors, j'y vois rien de communication. C'est des activités de quelqu'un qui porte la parole du gouvernement. Et c'est lui qui l'a initié, enfin. Après, il fait des émissions et la seule émission est diffusée sur toutes les chaînes. C'est-à-dire que la même émission qui est enregistrée sur la télévision nationale, c'est cette même émission qui est envoyée aux chaînes partenaires, n'est-ce pas, pour diffusion. Donc, c'est pas que il finit de faire une émission sur telle chaîne de télévision, il descend, il va encore sur une autre chaîne, il fait encore une autre émission. Ça n'est pas le cas. Donc, il est sur tous les médias à la fois. Non, si vous observez, vous verrez que c'est la même personne, dans la même tenue, avec les mêmes journalistes. Donc, c'est la même émission. Le même média. C'est une question de programmation. Pendant que justement, c'est une question de programmation. Oui. Alors, quand je dis ça, et quand je prends même le chef de l'État, j'ai entendu sa tournée qu'il a effectuée. Quand je prends son premier mandat et le mandat qu'il est en train de finir, c'est arrivé une seule fois. Nous avons vu un chef d'État qui a pris une semaine pour faire 77 communes. Ça, c'est régulier. C'est pas une affaire d'un mandat ou d'un autre mandat en cours. Et puis c'est fini. Et donc, c'est même des activités qui viennent comme ça. Une fois, je ne sais combien de mois ou je ne sais combien d'années. On sait combien de fois on a vu les ministres aller sur le terrain pour inaugurer une infrastructure. Si ce n'est que récemment pour les marchés modernes où nous voyons un peu un groupe de ministres, n'est-ce pas, pour de pareilles activités. C'est pas non plus des choses qui arrivent de façon régulière, une fois, 3 fois, 4 fois dans la semaine. Ce qu'on n'a pas connu par le passé. Donc, il y a quand même une différence.
qui ne montre pas toujours une grande communication en pompe. On n'est pas dans la comparaison. On est en train de voir est-ce que ça communique. C'est juste des nuances. Est-ce que ça communique ou pas sous la rupture? Franck dit c'est pas suffisant. Qu'on n'a pas tous les acteurs qui se mobilisent par rapport à ça. C'est le constat que je fais. Moïse dit ça communique quand même. À leur façon. Oui, à leur façon. Justement. Oui, le riche. Je précise que même si ça communique, il y a un problème d'éléments de communication. Vous savez, la manière dont vous parlez, il faut permettre à ceux à qui vous parlez de comprendre. Quand tout à l'heure, j'ai entendu dire que le porte-parole était tout le temps, il parle partout et tout ça. C'est normal, c'est parce qu'il vient combler un vide. Il vient combler des lacunes qui devraient être prises en compte par d'autres acteurs politiques. Est-ce que c'est le rôle du porte-parole du gouvernement? C'est ça justement, c'est justement la raison pour laquelle je parle de lacunes. C'est justement la raison pour laquelle, parce que ce n'est pas de son rôle d'être partout, à la fois pour aller expliquer ce que fait le gouvernement partout et sur tous les champs, sur toute la télévision, partout. Vous allez remarquer que même au niveau des éléments de la mouvance, des cadres de la mouvance, parfois ils ont même peur d'expliquer des faits. Parce qu'ils ont peur de dire des choses qui ne vont pas plaire aux grands patrons. Ils ont peur, ils ont peur que le fait d'avoir mal dit, on le tape sur les doigts. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez, aujourd'hui, les éléments de communication manquent effectivement au sein de la mouvance. Ils communiquent, certes, ils peuvent communiquer à outrance, mais est-ce qu'ils communiquent bien? C'est la question qu'il faut se poser, parce que tôt ou tard, le peuple va retenir deux choses. Qu'est-ce que vous avez fait? Et quand vous êtes en train de partir, qu'est-ce que le peuple garde? De bons souvenirs ou de mauvais souvenirs? Moïse. Vous savez, qui communique bien ou mal, ça, ce n'est pas mon souci, ce n'est pas ma préoccupation. Je n'ai pas été commis comme consultant pour déterminer s'il communique bien, ça, ce n'est pas... Ce que je dis, c'est qu'ils communiquent et ils sont présents. Ils sont même très présents. Quand on prend l'exemple du porte-parole du gouvernement, mercredi, vous le voyez à la fin du Conseil des ministres. Il ne se contente pas de lire le compte rendu. Il répond à des questions. C'est une tradition qu'ils ont instituée. Je crois que non, ça même sous Zogang, ça a commencé avant. Sous Zogang, c'était pas ça. Zogang répondait à des questions. Il avait un rendez-vous. Il ne venait pas lire le compte rendu du Conseil des ministres. Il venait, il s'adressait. Il faisait sa messe. Il faisait sa messe. Et c'était pas le mercredi, c'était le vendredi. C'était le vendredi, oui. Quand il finit de faire ça mercredi, le vendredi, il vient dans une rédaction. Il fait la même chose. Et il ajoute maintenant des questions d'actualité. Il y a une redondance. Il finit de faire ça vendredi. Et vous ne serez pas surpris de le voir dimanche encore sur tous les plateaux des chaînes de télévision et sur les radios. Pour parler encore de ça et d'autres choses. Donc ça fait qu'il a une présence permanente sur les médias. C'est leur choix. Je ne dirais pas que c'est mauvais ou bon. C'est leur choix. Ils communiquent abondamment là. Quand les ministres sont très absents aussi. Oui, les ministres sont absents, pourquoi? On n'inaugure pas les poulaillers comme à une autre époque, etc. On ne va pas montrer les œufs à la télé ou un verre de... Le chef de l'État a fait l'option de ne pas changer de ministre comme on change de veste. Si le ministre n'a pas la pression de perdre son poste, pourquoi vous voulez qu'il se mette à communiquer à tout bout de champ? C'est aussi quelque chose qu'il faut considérer. Le gars sait qu'il est là, qu'il est assis pour un bout de temps, à moins qu'il déconne. Pourquoi vous voulez qu'il s'empresse de venir sur les plateaux? Et or, sorti, c'est déconné. Il y a pourquoi vous voulez qu'il se mette à parler? S'il sait qu'on l'a nommé et qu'il est assis confortablement et que tant qu'il y a peur, un gros souci sur sa tête, il est là pour un très bon moment. Pourquoi vous voulez qu'il se mette à communiquer? Quel intérêt? Ça n'a aucun intérêt pour lui. C'est le choix du chef de l'État de garder les mêmes collaborateurs pendant très longtemps. Pourquoi voulez-vous que ceux-là qui n'ont pas la peur de perdre leur poste se mettent à communiquer? Oui, mais au moins, ils ont quand même des partis politiques qui peuvent tenir... Oui, venons en parti politique, j'en arrive là. Les partis sont venus, enfin, les nouveaux partis que nous avons. Et on dit que c'est le parti qui décide, qui cite les noms des personnes qui doivent parler. Et qui trace la ligne. Pourquoi voulez-vous que les gens parlent à travers? Si la ligne a été décidée comme ça, c'est leur système de communication, c'est eux. Mais l'autre chose qu'on ne dit pas, la communication digitale, ils sont champions dedans. Ils sont hyper champions dedans. C'est une communication à outrance. Sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, c'est eux où il y a personne d'autre. Il n'y a que qu'on voit. Et le message passe. Donc ils ne sont pas du tout absents. Leur présence est permanente partout. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Ça peut ne pas convaincre certains. J'ai vu Noureno à Tchadi à la cérémonie de lancement d'une infrastructure routière, je crois que c'était dans la Donga. Autant jadis, la portion de phrases que Noureno à Tchadi a prononcée
à cette occasion où on a entendu simplement pour les actions de développement, je ne me rappelle plus trop exactement, il faut féliciter, je félicite le ministre du plan, je félicite le chef de l'État pour cette décision qui a été prise. Cette portion-là suffit déjà pour inonder les réseaux sociaux, pour passer, repasser. Oui, mais c'est passé. Mais vous l'avez pas vu. Non, c'est passé. Je vous dis, les gens récupèrent. On fait de la récupération à une époque. Et cette portion de phrase-là, ça suffit pour dire... Mais c'est passé, on a soupçonné nous d'un projet d'adhésion à la France dans le temps. Je dis, à une époque, vous allez voir, ça va passer, repasser, avec beaucoup de communication autour. On va dire, l'opposition a validé même les 8 années de gouvernance de Patrice Talon pour le seul fait qu'on a lancé une phase. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Lorsque moi, je parle de capitalisation, c'est qu'aujourd'hui, vous allez prendre Pierre ou Paul dans un parti politique, qui milite dans un parti politique, qu'on soit en mesure de nous dire, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que le chef de l'État fait en 8 années. Parce que Patrice Talon, lui, il a pris l'option de se rendre impopulaire pour donner de la matière à ces hommes qui ne l'exploitent pas sur le terrain. Vous voyez disons les insuffisances que les opposants relèvent aujourd'hui, c'est des insuffisances que les mouvanciers peuvent contredire aussi facilement. Mais on ne voit pas le débat. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai, Moïse a dit qu'ils sont champions en matière de communication digitale, mais on ne voit pas cela de façon à peser dans la balance par rapport à ce que font les opposants. Vous pensez que les opposants communiquent plus au digital que je ne dis pas qu'ils communiquent la stratégie qu'ils utilisent. Allez, on va finir rapidement avec Eric. Oui. La question que je me pose, c'est que est-ce que Patrice Talon est demandeur? Voyez-vous, moi j'estime que l'offre de la communication, c'est souvent, comment on dit, associé à la personne qui dirige. Si Patrice Talon voudrait avoir ses acteurs politiques régulièrement sur le terrain, l'absence embête de peu Franck, qui ne comprend pas pourquoi est-ce que... Allez même faire un sondage, ça embête également les populations. Il y a des militants qui sont mouvanciers également qui posent le problème. On n'invente rien du tout sur le terrain. Ensuite, il voudrait aussi avoir ses ministres sur le terrain, comme on l'a vu par le passé. Pour lui, c'est pas un problème, il suffit seulement de l'exprimer. Alors, il y a que l'homme n'est pas demandeur de ces genres d'activités. Et pour lui, ça n'est pas non plus un problème. Par le passé, on a toujours envie de montrer au président qu'on travaille, on a toujours envie d'appeler son nom, on a toujours envie de citer son nom dans tout ce qui se fait. Et il aimait ça, il appréciait ça, ce qui faisait que tout le monde se mobilisait, et ministres et acteurs politiques, n'est-ce pas, sur le terrain, pour, comment on dit, parler de la même personne. Et je pense aussi qu'il faut aussi voir dans ce sens que Patrice Talon n'est pas demandeur. J'ai pas entendu un leader ou un acteur politique ou un ministre dire on voudrait aller véritablement faire une telle activité pour faire plaisir, n'est-ce pas, au chef de l'État. C'est à croire que lui-même, la façon dont ça évolue dans la discrétion, sans bruit. Moi, je continue toujours de faire ce constat, contrairement à Moïse, que ça n'est pas ça. En tout cas, c'est une option pour eux de communiquer de cette façon, justement. Et pour lui, ça va comme ça. On nous a fait la confidence que même pour ces déplacements, vous savez ce qui se faisait par le passé en termes de communication, il y avait un dispositif qui était mis en place et qui permettait aux médias de suivre le chef de l'État dans ses déplacements. Lui, il a estimé que, écoutez, c'est pas ce que je veux. Je suis pas venu justement pour me faire accompagner par des médias pour mes voyages. Et donc, il y a aussi ce caractère de l'homme qui influence aussi la communication. Est-ce qu'il doit être vraiment demandeur? Parce que c'est politique. Patrice Talon, par exemple, quand il va quitter le pouvoir, c'est libre à lui de continuer par faire la politique. Non, c'est lui qui donne la ligne. C'est lui qui dit, oui, parlez de mes affaires, ou n'en parlez pas du tout. Moi, ça me plaît dans mon silence, dans ma discrétion. Oui, je peux aller... On a également eu des informations qu'à des réunions, il a dit, maintenant, nous pouvons
aller sur le terrain. Mais il n'y a pas les moyens, il paraît. À la même réunion, on lui a dit qu'il n'y a pas les moyens. Vous posez deux problèmes différents. D'abord, vous avez dit qu'il n'est pas demandeur. Non, c'est Eric qui a dit qu'il n'est pas demandeur. Après, j'ai dit, est-ce que Patrice Talon a être demandeur de cela? Parce que après Patrice Talon, vous devez chercher à retourner peut-être au Parlement, à vous faire élire, mais à animer la vie politique. Et donc, c'est vous qui devez définir des stratégies. On va parler de ne pas aller dire des bêtises dans vos démarches en termes de communication. Peut-être que les acteurs politiques de la mouvance pensent que, bon, je ne sais pas, les actes parlent beaucoup mieux que les paroles et que les réalisations, si elles sont vraiment faites dans le contexte social des Béninois, que les Béninois n'ont pas besoin d'aller voir à la télé, ils voient dans leur environnement, dans leur quotidien. On n'a pas besoin de montrer les pavés de l'asphaltage, par exemple, à la télé, pour que les populations sachent que, bon, on a asphalté, je dois dire, leur petit quartier qui sont... On n'a pas besoin de montrer les fonds de marmite dans les écoles pour savoir qu'il y a voilà, donc ça va, Patrice Talon, moi je ne sais pas. Non. Allez, on va parler du deuxième sujet pour lequel on est là. Fraternité qui célèbre ses 25 ans. Le parcours a été difficile, mais il est toujours, je ne vais pas dire linéaire, mais permet quand même à l'organe de se maintenir, en tout cas dans le top des médias qui font dans la crédibilité et l'équilibre de l'information. Ulrich, vous connaissez bien Fraternité il y a longtemps. Oui, je connais très bien Fraternité. J'ai fait mes armes également à Fraternité. J'ai évolué dans le desk société. J'ai été chef desk politique avant d'être ici. J'avoue que je ne connaissais pas ce parcours. Et c'est pour vous dire que c'est un journal qui mérite qu'on l'applaudisse tous. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de mettre sur presse et d'être toujours à l'affût de l'information, d'être toujours à la pointe de l'information et surtout de donner l'information vraie et crédible parce qu'on connaît beaucoup de journaux qui reviennent le lendemain faire des erratums pour s'excuser pour une information diffusée qui comporte des erreurs, des cookies. Oui, ça peut arriver à tout le monde, mais ça arrive très, très, très rarement à Fraternité. C'est pour faire comprendre qu'il y a un grand sens de professionnalisme qui se fait là. Et je ne peux pas véritablement parler de Fraternité sans rendre hommage à un monsieur qui nous a quittés il y a un moment, Léandre Adomou, qui était le chef desk société, il était le chef de société et il a travaillé sérieusement. Il a été également rédacteur en chef, il adjoint sous Alexis Azouakin justement. On ne peut pas parler de Fraternité sans parler de Florian Baguedi. On ne peut pas parler de Fraternité sans parler de Bazé Chibozo. On ne peut pas parler de Fraternité sans parler de Brice Oussou, aujourd'hui avocat. Donc, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a des plumes qui avaient cette verve-là et qui ont véritablement fait ce travail. Et il y a aussi le leadership, qu'on le veuille ou non, on doit le dire. Il y a aussi le leadership de Mali Gomina qui a véritablement accompagné ce journal et qui a propulsé véritablement ce journal. Parce qu'il fut un moment où, quand Fraternité publie une information, c'est qu'il n'y avait plus à aller chercher d'autres preuves. C'est que c'est clair. Effectivement, ça se confirmait. Même c'est quand Fraternité annonce juste c'est pour faire comprendre que Fraternité a gardé cette ligne. Et je dis simplement bravo à tous ceux qui l'ont fait et à ceux qui continuent de le faire. Qu'est-ce qui vous plaît chez Fraternité? Ce qui me plaît chez Fraternité, c'est le travail. Si vous fouillez, disons, les archives de Fraternité, moi-même j'ai signé des articles dans Fraternité. Dis donc, tout le monde quand je faisais... Moi-même j'ai signé à Fraternité, vous voilà, le savez. Donc nous sommes j'ai signé des chroniques littéraires dans Fraternité. Nous sommes Fraternité, Tanguy est Fraternité, Eric est Fraternité, tout le monde est Fraternité. Donc tout le monde a un parcours Fraternité. Et donc, moi quand je... Cet honneur, ah, vous n'avez pas eu? J'ai pas eu cet honneur. Mais bon... vous lisez... Moïse Dossou Moué est en train de recruter. Moïse Dossou Moué est en train de recruter. Non, Eric, vous avez eu le temps de lire un article tout au moins. Donc vous êtes Fraternité. Absolument. Donc voilà. Et donc moi quand je faisais mes premiers pas dans le groupe de presse, alors à Parakou, eh bien, on avait du plaisir à envoyer des articles. On recevait également des papiers qu'on nous lisait, qu'on exploitait à Fraternité. Je vous dis que les gars de Fraternité, dans le temps, nous lisaient des papiers après 2 heures. J'en recevais. J'étais le rédacteur en chef adjoint à Fraternité FM.
j'en recevais de Ulrich Gaba, de Rhys Emina Danwenon, de Chomako avec qui on se tirait souvent parce qu'il devait lire une ou deux fois son papier avant qu'on l'enregistre, qu'on ait le bon élément. Et donc, quand vous voyez des gens qui travaillent tard comme ça et vous les attendez là-bas, qui finissent par vous livrer leurs produits, je me dis qu'il y a eu du travail qui a été fait. Fraternité, pour moi, c'est une école. Disons, ça a été un tremplin pour certains qui aujourd'hui se débrouillent bien dans d'autres vies, dans d'autres domaines. Et on ne peut que dire bravo au promoteur, Malik Seibou Gomina, qui par son dynamisme a pu imprimer un rythme de travail qui aujourd'hui est en train de payer. Le plus dur, ce n'est pas ce qu'on a déjà fait, c'est ce qu'on fera de Fraternité. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Oui. Eric? Oh, moi, j'ai pas eu cet honneur de Ulrich et Franck. Alors, d'abord lecteur du journal. En plus, quand on a commencé avec la presse, il fallait faire la revue de presse. Donc, vous ne pouvez pas faire une revue de presse sans noter le quotidien Fraternité. Voilà, avec de très bons articles, avec un fond assez professionnel. Je pense que V5 n'est pas V5 encore moins V5 mois. Ce que j'ai le plus entendu ces derniers jours, c'est comment on crée un média et puis on garde ça sur ce nombre d'années. C'est assez extraordinaire. Beaucoup de personnes l'ont salué parce qu'en arrière-plan, il faut voir tout le travail, n'est-ce pas, qui se fait au quotidien, n'est-ce pas, sur V5 ans. C'est immense. Je pense qu'il faut davantage saluer toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui ont travaillé ces 25 dernières années, n'est-ce pas, à garder le quotidien toujours debout, n'est-ce pas, et qui continuent toujours Avant de donner la parole à Moïse, qu'est-ce qui manque chez Fraternité, à votre avis, Franck, aujourd'hui? Non, aujourd'hui... Oui, qu'est-ce que vous attendez de Fraternité que vous ne trouvez pas jusque-là? Non, je ne vais pas dire que je ne trouve pas. Vous savez, tout. Il faut rester, il faut vivre les réalités dans chaque domaine pour comprendre. Si vous allez à Fraternité, et ce que vous voyez de loin, ils pourront mieux vous expliquer pourquoi ça n'est pas ce que vous espérez. Ce que moi je veux plutôt, c'est davantage de s'inscrire dans cette migration-là où aujourd'hui nous avons les médias en ligne qui vont à un rythme très accéléré. Et donc pour gagner le pari de l'information, de la présence sur la scène de l'information aujourd'hui, il faut non seulement faire le miracle que Moïse a souvent cité dans ses propos, faire sortir le journal, mais également rattraper rapidement sur les réseaux sociaux. Une information qui est publiée au bouclage, on devrait la voir la minute d'après, par exemple, sur le site, sur les réseaux sociaux. Et donc, rester il faut s'adapter, voilà, aux nouvelles réalités que nous impose aujourd'hui l'évolution des TIC et tout. Et puis, cette explosion des médias sociaux qui vont très vite. Et donc, pour moi, c'est le grand défi qui reste, que ce soit Fraternité ou les autres médias. Tenir le rythme. Pour tenir le médias rythme. sociaux, oui. Je ne dirais pas qu'il manque quelque chose, mais moi j'ai plutôt la nostalgie de ce fameux Blanchard qui venait souvent annoncer des scoops, qui venait annoncer souvent qu'un directeur devrait être destitué. Et puis ça arrivait toujours, ça ne manquait jamais, ça ne ratait jamais. Et je veux encore revoir ce Blanchard-là qui faisait souvent la manchette de Fraternité. Parce que c'était ça que beaucoup de personnes attendaient. Quand on se disait, on se lève le lundi matin et dès que l'article est annoncé, on se dit, attention, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et rapidement, vous avez la confirmation. Ce fameux Blanchard donnait ces informations de façon efficace et efficiente. Mais j'avoue sincèrement que le grand travail qui se fait, c'est rigoureux. C'est un sacrifice qui se fait. Et je le dis une fois encore, je salue tous ceux-là qui ont fait et qui continuent de faire Fraternité. Je pense que après 25 ans, ce que les gens gardent le plus à l'esprit, c'est le quotidien. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, le défi de la transition digitale se pose non seulement à Fraternité, mais aussi à tous les médias. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les prochaines années, qu'on garde à l'esprit non seulement le quotidien, mais aussi la version digitale, n'est-ce pas, du journal. Et c'est un défi que tous les médias sont appelés aujourd'hui à relever, qu'on soit la presse écrite, de la radio ou de la télévision. Il faut avoir une présence digitale, n'est-ce pas,
de la même façon qu'on crée du contenu, n'est-ce pas, dans le format traditionnel. Et je pense que c'est un défi que l'équipe de Quotidien Fraternité devra relever les prochaines années. Moïse. Oui, il y a des noms qui ont été cités tout à l'heure, des noms de certains devanciers. Fraternité a tellement fait des émules, a tellement impacté les gens qu'il y a des personnes qui ont quitté Fraternité, qui ont créé les mouvements. Ouais, Basile Tibozo a créé le challenge, Azon Akin a créé notre temps, il y a tellement d'exemples, donc ça veut dire que bon, nous tenons bon, mais nous ferons encore plus pour ce qui vient. Pour la communication digitale, on a pris conscience de ça. Le nouveau site en est la preuve palpable, et le reste se fera progressivement. Allez les gars, merci beaucoup d'être passé sur l'Actu Matin ce matin. Bonne journée, bon anniversaire à tout le monde. Même à Eric aussi. Hein. Le gâteau n'est pas venu sur le plateau, je sais pas, c'est passé par où. C'est pour ça que j'ai fait exprès de le tenir Moïse jusque-là. Donc maintenant, si vous avez besoin, si vous n'avez plus de gâteau, ça c'est vous. On le prend le même en gâteau. Sinon moi, j'ai déjà fait. Mesdames et messieurs, suivez juste après moi le récapitulatif des informations proposées par Idriss Boukari et puis la revue de presse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.